Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire. C'est Résilience, retour sur un fait marquant de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, on va s'intéresser à la culture avec la question du jour. À l'image du théâtre stéphanois Les Branquignoles, en proie à de grandes difficultés, la culture est-elle à l'arrêt en France ? D'autres pays européens ont innové pour accueillir des spectateurs en toute sécurité. Aussi, comment pouvons-nous sauver ce bien essentiel en France ? Et pour réagir à cette question, j'accueille Lionel Bouchet, bonjour, président départemental de l'UDI. Robert Carulac, bonjour, vous êtes secrétaire départemental Les Républicains. Olivier Lambon, bonjour, conseiller municipal métropolitain de Saint-Étienne d'Europe Écologie Les Verts. Pierrick Courbon, conseiller départemental PS de la Loire. Bonjour, et c'est excusé aujourd'hui David Koffer de La République En Marche. On va commencer avec vous, Robert Carulac. La question donc sur ce théâtre des Branquignoles qui rencontre de très très grandes difficultés. Alors malheureusement, il n'est pas le seul à rencontrer d'immenses difficultés. Vous l'avez rappelé dans votre question, la culture est un bien essentiel. J'insiste là-dessus, un bien essentiel. Ce n'est pas un produit de consommation qui ne serait pas essentiel à la vie quotidienne, mais c'est une activité majeure dans toute la France. La France, j'ai eu l'occasion de le dire il y a une quinzaine de jours, lorsqu'on parlait des raisons d'être optimiste, eh bien la France est une grande puissance culturelle mondiale et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est une catastrophe absolue. Malgré des soutiens financiers indéniables de la part de l'État, il y a une atteinte évidente à l'imagination, à la création. Il y a une interdiction donc, qui pèse sur toutes les classes d'âge de notre pays de se rendre dans des établissements culturels, sans qu'on comprenne toujours très bien pourquoi. On ne va pas, notamment si on prend l'exemple des musées stéphanois, on ne pourrait pas aller au musée d'art moderne et contemporain, on ne pourrait pas aller au musée d'art et d'industrie, on ne pourrait pas aller au musée de la mine, profiter des expositions qui sont en place. On ne pourrait pas aller voir l'exposition Flop qui raconte comment les designers parfois se fourvoient et proposent des produits si excentriques qu'ils ne peuvent être commercialisés. On pourrait tout à fait imposer des conditions sanitaires strictes qui permettraient de fréquenter ces lieux, qui permettraient aussi d'aller à l'opéra, au théâtre et au cinéma. Et c'est vrai que cette privation de culture, au même titre d'ailleurs que la privation d'activités sportives, la privation de cours pour les étudiants, la privation de loisirs, la privation de convivialité, il y a des interrogations évidemment qui pèsent sur toutes ces conséquences de la crise sanitaire et on aimerait bien que l'État se ressaisisse et propose des solutions qui permettent à minima la remise en route des pratiques culturelles. Alors la situation du théâtre des Branquignoles, je le disais, n'est malheureusement pas isolée. La ville de Saint-Étienne a fait vraiment tous les efforts nécessaires pour soutenir nos associations culturelles en maintenant les subventions, nos événements, nos festivals, même s'ils n'ont pas eu lieu, en maintenant là aussi les subventions, en étant aux côtés, à l'écoute de tous les acteurs culturels du territoire, tant notre ville et notre métropole sont reconnus sur le plan national comme un espace de création tout à fait vivace, tout à fait intéressant et une sorte de modèle et d'exemple. Et c'est vraiment dramatique pour notre ville qu'on ne puisse plus du tout fréquenter les institutions culturelles. Pierrick Courbon, votre avis sur la question ? Je souscris à ce que vient de dire Robert Carulac. Malheureusement, l'exemple qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un cas isolé. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du monde de la culture qui se retrouve complètement exsangue sur le plan financier, puisque ça fait presque un an finalement que l'ensemble des structures sont complètement à l'arrêt. Exsangue aussi sur le plan de la création, sur le plan de la production artistique, puisque au-delà des difficultés financières, ce dont souffrent nos artistes, c'est d'être complètement coupés
finalement de leur rapport essentiel avec le public, que ce soit un public qui va au cinéma, au théâtre ou qui va visiter des expositions. Et puis, au-delà de ces difficultés financières, de ces difficultés à avoir du lien avec le public, c'est véritablement un sentiment de mépris qui anime aujourd'hui les acteurs du monde culturel qui ont été considérés comme non essentiels pendant des mois pour justifier le fait que rien n'était proposé pour eux, alors qu'on a trouvé des solutions pour progressivement faire redémarrer la machine économique et pouvoir réouvrir nos commerces. Donc aujourd'hui, les difficultés, malheureusement, elles sont là et elles vont perdurer puisque le 20 janvier, la ministre de la Culture a confirmé que les lieux de culture ne pourraient pas réouvrir et n'étaient même pas en capacité de donner la moindre date pour essayer d'améliorer la situation. Alors face à ça, il faut qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse essayer de déconfiner la culture. Et à Saint-Étienne, le groupe Saint-Étienne Demain s'est saisi de l'initiative salutaire lancée par la ville de Bourges et son maire Yann Gallu qui a proposé à la ministre de la Culture que sa ville puisse servir de terre d'expérimentation pour une réouverture progressive des lieux de culture. Et nous avons eu envie de dupliquer cette proposition à Saint-Étienne parce que nous avons une grande diversité d'offres culturelles, des théâtres, des musées, des lieux d'exposition, des salles de spectacle, des salles de concert, et une grande diversité des modes de gestion, des salles associatives, des salles municipales, des établissements de coopération intercommunale. Donc on a un petit peu tous les cas de figure, et donc nous avons proposé au maire de Saint-Étienne qu'il puisse, à l'instar de son homologue de Bourges, proposer au ministère de la Culture d'expérimenter à Saint-Étienne la réouverture progressive d'un certain nombre de lieux de culture. Il y a des solutions qui sont possibles. On pourrait citer l'exemple de Barcelone qui, il y a quelque temps, a réussi à organiser avec des conditions sanitaires extrêmement strictes, mais la tenue d'un concert. J'ai cru lire aujourd'hui que des concerts allaient pouvoir aussi se tenir de manière expérimentale à Marseille au mois de février. Donc, encore une fois, il faut qu'on puisse être là, force de proposition. Notre ville se fait souvent entendre pour ses propos très critiques vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, et j'en partage une partie. Là, nous avons l'occasion de nous faire entendre en étant dans le champ de la proposition pour que tout le monde, avec les acteurs culturels, avec les services du ministère de la Culture, du ministère de la Santé, la ville de Saint-Étienne, on puisse être force de proposition. Et j'espère que le maire de Saint-Étienne saura se saisir de cette proposition constructive et de bon sens. Olivier Longeon, votre avis sur la question? Sans doute, c'est le même constat que c'est normal que ceux qui sont présents ce soir pour dire que c'est terrible ce qui se passe pour toutes les structures, pour toutes les personnes qui sont acteurs de ces structures culturelles. Je pense aussi aux bibliothèques. Je pense par exemple à Saint-Étienne, on avait 2 cinémas grands qui étaient un peu en déshérence, qui étaient mal entretenus, en mauvais état, etc. On a eu le groupe Mégarama qui est venu reprendre l'Alhambra et le Camion Rouge. On pouvait espérer que ça allait redonner une dimension, enfin une diversité culturelle à Saint-Étienne. Et qu'est-ce qu'on voit? Mégarama, alors ils ont refait un certain nombre de salles en intérieur, ils refont les peintures à l'extérieur, ils réinventent. Enfin, on sent la volonté d'ouvrir, mais malheureusement l'impossibilité. Et pour les Stéphanois, c'est un vrai souci. Alors, je me dis, je vois quelques points positifs, et parce qu'il faut essayer de voir des points positifs aussi. Un point positif, c'est par exemple, on n'arrête pas de nous dire, sans arrêt, que on développe toutes les plateformes de streaming font qu'en fait, on regarde des films en ligne et qu'on ne lit plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des dizaines de Français qui vont acheter les livres de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin parce que la série d'Arsène Lupin est un immense succès. Donc, on démontre l'inverse, et c'est louable, de ce qu'on a dit, peut-être un peu vite. Il y a encore une place pour la culture malgré les blockbusters que peuvent être ces grandes chaînes de diffusion, de streaming, et donc c'est quelque chose d'optimiste. Une deuxième chose optimiste, c'est que pendant des années, on a vu un certain nombre de politiques se battre contre les intermittents du spectacle, dire ça coûte trop cher, il n'y a pas les moyens de les financer, etc. Bon, là globalement, on a vu que quoi qu'il en coûte, on peut soutenir la culture, non seulement par des subventions aux structures, mais aussi en aidant les artistes à vivre les moments où eh bien, c'est la crise comme actuellement. Comme Pierrick Courbon, je dirais que l'exemple espagnol nous laisse espérer. En Espagne, donc le principe, c'est test avant le concert. Tous ceux qui sont négatifs vont au concert. Ils font le concert normalement, 500 personnes
dans une salle avec le groupe de musique et autres, et testent une semaine et 15 jours après, et le résultat est très positif. Globalement, enfin, si on peut dire, parce que les gens ne sont pas positifs et ils ont assisté à un concert, on a relancé une dynamique. Je crois qu'on doit se poser ces questions. Alors maintenant, on a un nouveau variant, enfin 2 nouveaux variants qui arrivent, qui vont peut-être bloquer la situation. Eh bien, ce qu'il faut, c'est tout mettre en place pour que, à la sortie de cette crise, on puisse par exemple utiliser des lieux culturels extérieurs si on est toujours coincé par ces variants, par ces virus. Il faut qu'on puisse, à la limite, on doit retrouver la comédie de Jean Dasté qui jouait dehors. Eh bien, on peut rejouer dehors. Les Espagnols, par exemple, ont fait des campagnes politiques où ils ont utilisé les extérieurs pour faire leur campagne sans louer des salles. Ils étaient à l'extérieur et chacun avait 3 mètres carrés pour se séparer des autres et pas se contaminer. Eh bien, posons-nous la question, au printemps, nous pourrons relancer toute la culture comme ça, dans des lieux ouverts. C'est les questions à se poser. On a les théâtres de verdure à Saint-Étienne, profitons-en, relançons la culture de cette façon-là aussi. Merci beaucoup Lionel Boucher, on termine avec vous. Votre réaction à la question du jour. Oui, j'allais dire que sur ce sujet encore, nous sommes tous sur cette même ligne. La culture est un essentiel. Effectivement, nous avons des théâtres de verdure à Saint-Étienne. Nous les utilisons déjà, par ailleurs, notamment lors des fêtes de la musique et de divers festivals. Moi, je crois qu'il faut rappeler que la culture, c'est un moyen de s'évader, c'est une ouverture sur le monde, sur les autres. C'est donc quelque chose d'essentiel. Et puis, je vais avoir une pensée, bien sûr, pour ceux qui la font vivre, qui sont les artistes, quel que soit leur art, qui sont aujourd'hui dans cette détresse de ne pas pouvoir partager avec leur public leur talent. Moi, je crois qu'il n'est pas plus difficile, comme vous, j'imagine, je me rends régulièrement à Paris, je prends des TGV qui sont bondés, des métros qui le sont tout autant. Évidemment, nous portons les masques, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas réouvrir aujourd'hui des cinémas, des théâtres, l'opéra, en respectant évidemment des gestes barrières, en faisant un fauteuil sur 2, en gardant le masque, en utilisant le gel hydroalcoolique. Enfin, il y a des solutions et je trouve que cette privation devient une privation de liberté qui est trop importante. Et il va falloir nous rendre cette liberté, comme il va falloir réouvrir les amphis et comme il va falloir relâcher la bride parce que la tension est en train de monter dans notre société. Donc, j'allais dire évidemment que je suis favorable à la réouverture des lieux de culture à Saint-Étienne comme partout en France. Messieurs, merci beaucoup. Deuxième partie de ce rendez-vous. Vous en avez l'habitude, c'est le sujet d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine. Et on commence avec vous, Robert Carulac. Eh bien, il y a une étudiante qui a écrit au président de la République, une étudiante ligérienne, pour demander la réouverture des universités. Alors, il faut rouvrir les lieux culturels en faisant confiance aux acteurs de la culture, justement, pour qu'ils innovent, pour qu'ils proposent. Je pensais citer l'exemple espagnol aussi, mais cela a déjà été fait, donc je n'insisterai pas là-dessus. Il faut rouvrir les universités. Ça ne peut pas durer. Enfin, on a des étudiants qui sont privés de cours depuis le mois d'octobre, qui sont dans une situation souvent de détresse psychologique, de détresse scolaire, qui s'inquiètent beaucoup pour leur avenir, qui parfois ont perdu aussi les jobs qui leur permettaient de vivre au quotidien et d'assurer leur poursuite d'études. Donc on doit sortir de cette situation. On ne peut pas continuer à avoir une politique qui consiste exclusivement à confiner lorsque l'on a peur que les hôpitaux se retrouvent débordés. Bien sûr que la vie est le bien le plus essentiel qui puisse être, mais on doit aussi penser à toutes les générations et ne pas sacrifier la jeunesse, ce qui est en train de se passer actuellement. On ne peut pas sacrifier toute une génération de manière permanente. Enfin, moi, je voudrais saluer cette jeunesse, d'ailleurs, française d'aujourd'hui, que je trouve extrêmement civique, extrêmement respectueuse des consignes sanitaires, qui a su s'adapter parfaitement bien dans un premier temps à de nouvelles conditions d'enseignement, mais ce n'est pas
tous les jeunes ne sont pas en situation d'égalité en termes de moyens techniques, en termes de logement, en termes d'accès aux nouvelles technologies. Et donc, on sait aussi qu'actuellement, les inégalités se creusent et que le seul moyen de mettre fin à cela, c'est de pouvoir reprendre les cours pour les universitaires dans les meilleurs délais et dans des conditions sanitaires qu'on pourra certainement faire respecter. Merci beaucoup. Pierrick Courbon, le fait d'actualité de la semaine qui a retenu votre attention? Eh bien, c'est toujours malheureusement en lien avec le coronavirus. Alors, j'aurais aimé parler du bilan de la phase de dépistage massif qui a été conduit sur la ville de Saint-Étienne, parce que malheureusement, il semble que la participation n'ait pas été autant au rendez-vous qu'escompté, mais dans l'impossibilité d'avoir des chiffres précis, je vais retenir la fermeture de l'école Notre-Dame de Saint-Genélaire, la première fermeture d'une école depuis plus de 8 mois en raison justement d'une recrudescence de l'épidémie de coronavirus. J'en profite pour naturellement rendre hommage à l'ensemble de la communauté éducative de l'école parce que je sais qu'ils font un excellent travail, y compris pour assurer la continuité pédagogique. Mais on voit bien que la situation se retend à nouveau dans nos établissements scolaires avec des difficultés supplémentaires qui vont leur être imposées dès lundi, avec des protocoles renforcés dans les cantines et dans les restaurants scolaires. Et on arrive à des situations qui sont parfaitement ubuesques, où les recommandations ministérielles en viennent à proposer finalement de servir des plats à emporter, des repas à emporter froids à un certain nombre de nos enfants dans les cantines, dans les restaurants scolaires, en particulier au niveau du secondaire. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est véritablement sur du bricolage parce que ce genre de situation prouve bien que voilà, on est sur des décisions qui sont pensées par des personnes dans les ministères mais qui ne sont pas du tout applicables sur le terrain. Et face à la fois le maintien d'un haut niveau de contamination en France et la recrudescence et l'arrivée de ces nouveaux variants, et en particulier du variant dit britannique, je crains malheureusement que les prochaines semaines et au moins jusqu'au mois de mars soient extrêmement compliquées en lien avec finalement les cafouillages ou en tout cas le retard à l'allumage qui devient dramatique de la campagne de vaccination dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans les prochaines semaines. Et donc voilà, ce que je retiens aujourd'hui, c'est l'inquiétude finalement grandissante pour nos établissements scolaires et la continuité pédagogique. Il faudra trouver des solutions pour éviter à tout prix une nouvelle fermeture des établissements scolaires parce qu'on le voit, on le paye aujourd'hui très très fort en matière de rupture scolaire ou de décrochage scolaire. Et donc, je crains que les semaines qui viennent s'annoncent compliquées et je souhaite beaucoup de courage à l'ensemble des communautés éducatives et en particulier à nos enseignants. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Olivier Longeon, on va remercier Robert Carhulac qui a dû partir car il avait une autre réunion. Olivier Longeon, votre fait marquant de l'actualité de la semaine, c'est lequel ? Je vais rester sur le domaine de la culture et avoir quelque chose de positif. Moi, je suis content de voir que des artistes stéphanois vont de plateau national en plateau nationaux en plateaux nationaux plutôt. Alors, on a évidemment localement notre historique Bernard Lavilliers, on a maintenant la dubbing qui est très très bien implantée, mais on a tout un tas de jeunes groupes qui apparaissent. Récemment, c'était la semaine dernière, donc c'est bien l'actualité de la semaine, c'était Zedioun Pavarotti qui était sur le plateau de Quotidien à 1h de grande écoute le soir, en prime time, quasiment, sur TMC. Parfois, c'est Terre Noire qui cartonne, et notamment le groupe Terre Noire qui cartonne énormément sur les chaînes, comme les chaînes notamment de vision comme YouTube. On a vraiment une grosse réussite à Saint-Étienne et moi j'en suis content. D'abord, ça me rappelle que historiquement, Radio Dio, Le Fil, le collectif de la Limace qui a géré le fil ont monté littéralement des plateformes de production et ont permis à ces jeunes d'apparaître. Je suis content aussi parce que je me rappelle que quand j'ai été élu à un moment à la région, on a financé 2 plateformes de production au sein de la Cité du Design et que le Rassemblement national nous avait critiqué en disant qu'on faisait n'importe quoi, etc., que c'était n'importe quelle production. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie scène à Saint-Étienne et c'est très positif. Merci beaucoup. Et puis on termine avec vous, Lionel Boucher. Alors vous,
le fait marquant de l'actualité de la semaine, c'est lequel? Écoutez, oui, je rajouterais peut-être à la liste proposée par Olivier Longeon, Jason Chicandier, qui est très présent sur la toile, un humoriste stéphanois, et qui va rejoindre quand même une belle écriture, celle de Astérix. Donc voilà, certaines et sur tous les tableaux, effectivement. Moi, je retiendrai peut-être, alors ça nous emmène un tout petit peu plus loin, les États-Unis, bien sûr, et ce serment prêté par Joe Biden et par Kamala Harris. Je crois qu'avoir des modérés à la tête de la première puissance mondiale, c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'aperçoit d'ailleurs que le bilan de Trump n'était pas sur tous les points de vue négatifs, notamment sur le taux de chômage aux États-Unis avant l'épidémie de coronavirus. Il faut lui reconnaître ce talent-là. Malheureusement, sa personnalité, ses excès auront nui à l'image des États-Unis. Et je crois qu'avec Joe Biden, avec Kamala Harris, avec les centristes, les modérés qui arrivent aux affaires, nous aurons, je l'espère en tout cas, l'Europe aura un nouveau partenaire et que nous arriverons durant ces 4 années à écrire de belles histoires et que voilà, nous aurons des partenaires plus à l'écoute et des amis aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette émission Résilience. Merci de votre participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat politique dans la Loire. Vous pouvez réagir à cette émission en nous envoyant un email à l'adresse qui s'affiche sous cet écran. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.